dernière intervention de la journée, et non des moindres, puisque c'est lui qui a ouvert cette journée. Un dernier enseignement, et sans lui, cette journée n'aurait pas pu se faire, parce que nous avons vraiment, entre le journal La Vie et l'École occidentale de méditation, vécu un véritable partenariat pour monter cette journée. Alors, c'est la rencontre avec Chogyam Trungpa, grand maître tibétain, qui à 20 ans lui a ouvert le monde de la méditation. Il est fondateur, maintenant vous le savez, de l'École occidentale de méditation pour une approche laïque et adaptée à notre vie quotidienne. Et il réunit chaque mercredi soir à Paris près de 200 personnes à ses enseignements. Une bonne vingtaine des bénévoles de son école sont d'ailleurs ici, vous les aurez peut-être remarqués, en noir et blanc. Ils sont là pour accueillir, pour guider, et ils s'activent beaucoup derrière. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là présents. Alors, il dirige aussi de nombreux stages en France, en Suisse, même en Asie. Méditant depuis une trentaine d'années, ce fin connaisseur de l'art moderne, de la poésie, ce philosophe a eu l'intuition que la méditation n'était pas séparable de l'éthique et de la quête d'un amour bienveillant. Méditer, nous dit-il, ce n'est pas renforcer sa carapace, mais retrouver cette vulnérabilité, cette fragilité qui nous rend finalement plus humains et qui nous fait aimer l'autre. J'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant Fabrice Midal. Alors Fabrice, vous êtes un peu un pont entre l'Orient et l'Occident, un homme de passage, de lien, qui nous montrait que sans avoir besoin de devenir religieux ou oriental, en restant ce que nous sommes, chacun avec notre identité personnelle, vous pensez que la méditation est une aide précieuse pour chacune de nos existences, pour apaiser, dites-vous, les cœurs meurtris, mais aussi développer une éthique du monde. Ça, vous allez nous le dire et nous le faire pratiquer. Merci, Fabrice. Bonjour. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous pensons que la méditation est une aide, une réponse à la souffrance du monde. Et je crois que c'est parce que la méditation est un acte éthique. C'est un acte éthique décisif et salutaire. Et sans doute aujourd'hui, le geste le plus nécessaire. Maintenant, pour comprendre ce que veut dire éthique, il faut le préciser un peu, car le sens aujourd'hui est un peu perdu. On a l'impression que éthique veut dire suivre des prescriptions, suivre des prescriptions qui nous diraient ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, comme les comités d'éthique. Mais l'éthique, le sens éthique, depuis qu'il a été forgé par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, qui est un peu au cœur du destin de l'Occident, signifie étudier tout ce qui permet d'être un être humain. Comment être? La question éthique, c'est la question comment être maintenant? Comment me tenir devant vous? Comment vous parler? Comment écouter? Comment répondre? Comment être ensemble? Et le terme éthique, ethos, veut dire habiter. On l'a oublié, mais éthique, c'est ça, c'est comment on habite. C'est très important de distinguer éthique, donc qui n'est pas une morale avec des prescriptions, mais la manière d'habiter quelque part. Pour essayer de vous faire voir ce qu'est cette dimension éthique, qu'ouvre la pratique de la méditation, j'ai pensé que le mieux aujourd'hui, c'était de vous lire un poème.
de vous lire même 3 textes. Je vais vous lire 3 textes, vous guider dans 3 petites méditations, et j'espère même qu'il y aura un petit bonus à la fin. Mais je vais commencer par un poème. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles, sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Je crois qu'il y a plein de leçons, entre guillemets, que nous offre ce poème, mais cet après-midi, je vous en propose 3. La première leçon, c'est le premier vers, même les 3 premiers mots qui nous le disent, qui reviennent dans mon pays. Voilà, c'est ça l'éthique. Dans mon pays. Quel est notre vrai pays ? Je suis sûr que vous avez compris qu'il ne s'agit pas ici pour René Char d'un propos nationaliste, mais d'établir un espace où habiter pour de bon. Le pays dont nous parle le poème, le pays qu'ouvre le poème, c'est l'espace où il est possible d'habiter de manière pleinement humaine. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une question décisive ? Une question réellement politique même. Et je crois que la méditation peut nous aider à établir ce pays. Si vous voulez, on pourrait dire que le pays, c'est aussi ce qu'on appelle monde. On pourrait dire, dans mon pays, c'est là où il y a monde. Lorsqu'on dit monde tibétain, ou le monde des Grecs anciens, ou le monde du Moyen-Âge, on comprend très bien qu'on parle de quelque chose d'unitaire. Quand on parle du monde tibétain, on parle de la manière dont les Tibétains se relient au ciel, à la terre, à la peur, à la vie, à la mort, à la maladie. Tout est pris dans un horizon de sens qui fait monde, qui ouvre à une habitation. Je crois que qu'est-ce qui aujourd'hui peut ouvrir un monde ? Qu'est-ce qui aujourd'hui peut ouvrir un monde quand souvent ce qui règne, c'est plutôt une absence de monde ou l'immonde. L'immonde dont j'ai parlé un tout petit peu ce matin, qui est cet appauvrissement de monde. Et je crois que c'est très important de voir que ce dont nous souffrons beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas exactement seulement l'égoïsme ancien, mais c'est quelque chose d'autre, une sorte de gestion déshumanisante et de déresponsabilisation, avec la terre, qui est une ressource qu'il faut mieux gérer, les animaux élevés en batterie, les hommes, ressources humaines, etc., etc. Et je crois que ce qui peut nous guérir, ce qui peut guérir aujourd'hui, c'est qu'il y ait monde, que quelque chose fasse monde, que quelque chose ouvre une habitation. Et c'est ça auquel nous invite le poème. La deuxième leçon du poème, que je vais vous relire, dans mon pays,
Les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Le poème est une célébration du surgissement de l'instant présent, les tendres preuves du printemps. Et René Char est ici tout à fait sensible à la manière dont le présent surgit avec une incroyable fragilité. Un coup de givre peut brûler les bourgeons. Et le présent surgit toujours à la fois dans une éclosion et à la fois dans une grande fragilité. Et cette fragilité du surgissement, on la retrouve dans le vers « La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie ». C'est une grande leçon pour entrer dans le présent vivant. Pour entrer dans l'éthique, il faut renoncer au but lointain, au programme, à l'obsession de l'efficacité. Quand je parle d'obsession de l'efficacité, ça ne veut pas dire que je pense que rien ne doit être efficace. Au contraire, je suis tout à fait heureux quand je vais chez le médecin qu'il soit efficace, mais il est efficace s'il n'est pas obsédé par l'efficacité, s'il prend le temps de rentrer en rapport au présent, à la situation. L'obsession de l'efficacité est absolument pas efficace. Il est possible de s'engager dans la vie sans tout calculer, nous dit René Char. La vie, nous ne la dominons pas, nous pouvons juste nous accorder à elle. Et pour essayer de montrer que tout ça est unitaire, le poème, l'exigence éthique, la méditation, je vous propose un autre petit moment de pratique. Et vous pouvez, si vous voulez, juste vous asseoir, vous redresser. Vous redressez, vous êtes là, vous êtes simplement là, exactement comme vous êtes, et vous ne faites rien. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous détendre, pas besoin de vous relaxer, pas besoin de faire le vide dans la tête. Vous ne faites absolument rien. Juste, vous êtes simplement un être humain assis sur la terre. Le ciel au-dessus de vous. Vous avez absolument rien, mais rien à faire, rien à réussir, rien à rater. Comme j'aime souvent dire, vous pouvez juste vous foutre la paix. Juste un moment.
Mais voyez, même si vous ne faites rien, vous entendez ma voix, vous sentez par les pores de votre peau la température de l'air. Vous voyez, même si vous avez les yeux fermés, vous sentez la luminosité de la pièce. Nos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes. On n'a rien à faire. Nous sommes déjà ouverts au monde. De ce point de vue-là, méditer, c'est s'ouvrir, être ouvert, pleinement ouvert au monde. Et sans avoir à faire quoi que ce soit, peut-être vous remarquez que vous respirez. Simplement parce que vous êtes vivant, vous respirez. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à essayer de respirer d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être portez attention à votre respiration. Simplement en respirant, vous êtes vivant. Simplement en respirant, vous dites oui à la vie. Peut-être vous avez des tensions, vous avez envie de bouger, vous avez des pensées qui vous déplaisent, des émotions. Vous ne faites absolument rien. Vous ne faites rien. Vous êtes juste attentif, simplement, à ce qui est là. C'est tout. Et vous êtes ainsi simplement un être humain. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés au but lointain. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé. Qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Voyez, le poème trouve dans le pays, couvre le poème, dans le pays couvre la présence, dans le pays couvre la méditation. Il y a des prescriptions, mais d'un tout autre ordre. Là, il y a une prescription. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Voilà une bonne phrase éthique. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. La troisième leçon du poème, c'est le dernier vers qui nous le donne. Dans mon pays, on remercie. Je crois que lorsqu'on entre en rapport au présent, dans ce surgissement du présent, qui nous impose des prescriptions qui viennent de cette ouverture à la présence, alors on est plein de gratitude et on peut dire merci. Pour pouvoir dire merci, il faut avoir confiance. Et je crois que la pratique de la méditation, c'est d'abord un geste de confiance. Ça nous aide à surmonter la peur et le doute. Et c'est la deuxième pratique que je vais vous proposer.
toute simple. Vous êtes assis. Vous sentez la verticalité. Au fond, c'est tout simple. Si je me tiens comme ça, ou si je me tiens comme ça, c'est complètement différent. En touchant ce sens de verticalité, en ouvrant le regard, en sortant de soi, en s'ouvrant pleinement à l'espace, là, il y a la confiance. Juste vous lâchez sur le champ, vous ouvrez sur le champ, vous laissez votre esprit s'ouvrir. Confiance. C'est aussi simple que ça. Je vais vous lire le deuxième texte qui est très court. C'est une phrase de Samuel Beckett. Déjà essayé, déjà raté, peu importe. Essaye encore, rate mieux. Déjà essayé, déjà raté, peu importe, essaye encore, rate mieux. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire. On met beaucoup l'accent aujourd'hui sur la réussite, le succès, comment réussir, comment avoir du succès, mais on apprend peu à travailler avec le fait que les choses n'aillent pas toujours comme nous le voulons, et comment faire face aux mésaventures de l'existence. Comment dire bienvenue à ce qui n'est pas bienvenu. En réalité, personne ne sait ce qui va arriver au moment d'après, au moment suivant. En vérité, il y a une incertitude au cœur de l'existence. Et cette incertitude, c'est important de ne pas faire comme si elle n'existait pas. C'est important de sentir qu'il n'y a pas de sol ferme pour les êtres humains. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, fragiles. Tous. Et la méditation, c'est bien plus apprendre à habiter cette fragilité que faire comme si elle n'existait plus. Méditer, c'est pas apprendre à revêtir une carapace pour vivre dans une bulle, mais méditer, c'est entrer en rapport à l'ampleur de la vie, de la réalité. Et il y a une profonde joie de pouvoir entrer en rapport à la réalité. La méditation n'est pas toujours confortable, mais c'est vrai. Les maîtres avec lesquels j'ai eu la chance d'étudier n'étaient pas des super-héros, invincibles, mais c'étaient des vrais êtres humains. Et on pourrait faire cela comme troisième pratique, juste prendre le temps de toucher notre propre vulnérabilité. Et là, vous pouvez fermer les yeux, juste prendre le temps de toucher où, là, maintenant, vous êtes fragile ou vulnérable, ou simplement toucher
Ça peut être très simple. Qu'est-ce qui est blessé en nous? Qu'est-ce qui a mal en nous? Et au lieu de nous en vouloir, de chercher à répondre à un idéal de perfection, on peut s'ouvrir à ce que nous sommes exactement tels que nous sommes maintenant. Nous pouvons juste nous ouvrir à ce que nous vivons exactement tel que c'est maintenant, avec curiosité et bienveillance. Quoi que vous éprouvez, dites-lui bonjour. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, blessés par l'amour manqué, par l'amour manquant. C'est un magnifique lieu pour donner naissance à l'amour bienveillant. Nous croyons souvent que c'est un problème, que si nous n'étions pas blessés, si nous n'étions pas tristes, si nous n'étions pas angoissés, si nous n'étions pas malades, si nous n'étions pas jaloux, si nous n'étions pas orgueilleux, si nous n'étions pas craintifs, alors nous serions dans la présence, alors nous serions bienveillants. C'est une profonde illusion. C'est exactement comme nous sommes là maintenant. C'est exactement là où nous sommes que seule peut naître la fleur de la bienveillance aimante. Et en touchant cette bienveillance, nous pouvons sentir que nous pouvons donner cette bienveillance, répandre cette bienveillance, laisser irradier cette bienveillance pour tous les êtres, pour tous ceux qui sont ici, présents, là, maintenant, dans ce théâtre. Nous pouvons être tous ensemble avec cette aspiration qu'en habitant cette terre du cœur, la paix vienne et l'amour irradie. Et nous pouvons ouvrir non seulement à tous les gens qui sont dans ce théâtre, mais à tous les êtres. Puissent tous les êtres aussi être en paix. Et voyez, en disant cela, j'espère que vous sentez, ce n'est pas un acte cérébral, une obligation, une prescription, mais au fond, c'est comme si l'on mettait le microphone, au lieu de le mettre devant sa bouche, on le mettait au niveau du cœur. C'est comme si on laissait parler son cœur. Si on laissait parler son cœur pour de bon, je crois que c'est cela qui me dirait. Voilà, j'arrive au terme de mon propos. Je crois, j'ai essayé de vous tracer un chemin de la manière dont la pratique peut transformer notre monde. Tout d'abord en nous réapprenant à être dans un geste éthique qui ouvre un monde et nous engage pour le monde. Deuxièmement, qui nous permettent ainsi de retrouver la confiance, de surmonter la peur et les doutes, et de faire de ce monde un pur poème. Puis, troisièmement, de prendre notre douleur et celle du monde dans notre cœur pour l'apaiser, car la pratique de la méditation a deux aspects. Comme un oiseau, elle a deux ailes, la présence attentive et la bienveillance aimante. Pour clore, je vais sonner le gong et je vous dirai juste quelques mots après.
pourquoi ai-je choisi de finir mon propos par faire sonner un coup de gong? À cause d'un poème de Rainer Maria Rilke que je vais vous lire et qui s'appelle Gong. Résonance dont l'ouïe n'est pas la mesure, comme si le son alentour qui nous dépasse était maturation de l'espace. Résonance dont l'ouïe n'est pas la mesure, comme si le son alentour qui nous dépasse était maturation de l'espace. Aujourd'hui, on dit souvent qu'entendre le gong ou n'importe quel... Enfin, entendre un gong serait notre cerveau qui traite une information, mais ce n'est pas exact. Et du coup, c'est faux. Parce qu'un son n'est pas un bruit qu'une conscience écoute. Mais le gong, c'est ce que nous dit Rilke, résonance dont l'ouïe n'est pas la mesure. C'est l'ouïe n'est pas la mesure, c'est un monde entier qui s'ouvre du gong. C'est un monde. Le gong ouvre un monde dans la vibration qui nous unit à elle. Et c'est pas moi qui écoute le son du gong et à travers mon cerveau une information est traitée comme si j'étais un ordinateur. Non, c'est le gong m'ouvre au monde, me fait sortir de moi, me fait entrer dans une résonance, nous fait entrer dans une résonance. Et c'est l'expérience poétique la plus simple. Résonance dont l'ouïe n'est pas la mesure, comme si le son alentour qui nous dépasse était maturation de l'espace. Je pourrais parler pendant des heures, jamais je pourrais atteindre cette densité de la parole. Maturation de l'espace. Tout l'espace est rendu sensible par le gong. L'espace est complètement ouvert. Vous voyez, ce n'est pas notre conscience qui écoute le son, et c'est pourquoi, pour ma part, je regrette qu'on ait traduit mindfulness par pleine conscience. Je crois qu'il ne s'agit pas de pleine conscience, mais d'une présence attentive. C'est vraiment une présence attentive qui nous ouvre. L'espace n'est pas géométrique, froid, inerte, mais c'est une présence ouverte et vibrante. Et je crois que la méditation est la découverte de cette présence ouverte et vibrante. Merci.